Quel est le lien entre la combinaison de charges, la contrainte tangentielle, le monitoring sismique, les diagnostics d'anomalies, le rayon de courbure des bogies, le parallélisme des rails, le freinage régénératif, le bien-être voyageur, la mobilité de demain, l'ingénierie ferroviaire et l'avenir de la SNCF? Selon nous, c'est vous. La SNCF recrute les ingénieurs de demain dès aujourd'hui. Postulez sur emploi.sncf.com. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tueur en série français. Enfin, du possiblement plus grand tueur en série français, parce que vous verrez, cette histoire se termine par un coitus interruptus. Il s'appelle Yvan Keller. Il a avoué 150 meurtres de vieilles dames. On lui en colle à coup presque sûr 22. Tout ça se passe dans les années 90 en Alsace, d'où le choix de mon invité pour le débrief, Jean-Marie Storkel, à l'époque journaliste au journal L'Alsace et auteur d'un livre aux éditions Basberg qui s'appelle 50 nuances de crime et qui traite notamment de cette affaire. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation signée Mathieu Fret. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ça se passe le 29 avril 1994 dans un petit village d'Alsace, Burnop-le-Haut. C'est ce jour-là qu'on retrouve Augusta Wasmer morte dans son lit. Elle avait 77 ans, ça faisait plusieurs jours que ses voisins ne l'avaient pas vue, et ça les a intrigués parce que d'habitude elle sortait tous les jours dans son jardin. Alors ils ont alerté la famille, ils sont arrivés, ils ont cassé un carreau pour rentrer, et ils l'ont trouvée morte dans sa chambre. Au début, ça n'est pas une mort inquiétante. Elle est couchée sur son lit, droite comme un i, les bras bien le long du corps, avec le dessus de lit sous le menton. On dirait qu'elle est déjà au funérarium. Son visage est paisible. Elle est morte pendant son sommeil, et puis c'est tout. Morte de vieillesse. Bon, écoute, je vais appeler le docteur qui vienne constater son décès. C'est à partir de là que ça se complique. Le médecin arrive, il se penche sur le corps, et là, il se tourne vers la famille. « Je suis désolé, messieurs, dames, mais je ne vais pas pouvoir signer le certificat de décès. »« Ah bon ? Et pourquoi ? » ?»« Écoutez, ça fait 3 fois. 3 fois que je viens dans cette rue, 3 fois en 3 mois, et à chaque fois on m'a demandé de constater le décès d'une vieille dame morte, à peu près dans la même position, sagement couchée sur son lit. Alors en janvier, c'était Madame Winderoller, 82 ans, elle était âgée mais elle était en bonne santé. Et après en février, ça a été Madame Mang, 86 ans, et elle aussi avait la tête bien posée sur l'oreiller. Et maintenant, c'est votre mère. Vous comprenez que ça m'intrigue. Et donc cette fois-ci, je suis désolé, mais je veux que les gendarmes soient prévenus. Si ça se trouve, c'est le hasard. Mais quand même, je préfère avoir l'avis des gendarmes. Sage décision. Et donc les gendarmes débarquent. Bon, messieurs, dames, imaginons que son décès soit de nature criminelle. A priori, rien ne l'indique, mais imaginons. Est-ce que vous avez constaté qu'il manquait des choses dans la maison ? Ben non. Enfin, je crois pas. Vous n'avez pas constaté que les armoires avaient été fouillées, par exemple ? Non. Pas de traces d'effraction ? Non plus. Et les 2 autres, Madame Winteroller et Madame Mang, idem. Quand elles sont mortes, leurs familles n'ont rien trouvé d'anormal. Cela dit, maintenant qu'il y a cette suspicion de crime, le fils de Madame Mang veut bien reconnaître qu'il s'est passé 2 ou 3 choses bizarres à la mort de sa mère. C'est-à-dire que c'est plus tard que je me suis aperçu que la grille du soupirail au sous-sol avait été décelée. Alors, c'est moi qui l'avais installée, cette grille, à peine quelques mois plus tôt. Mais sur le moment, j'ai pas cru à mal. Et c'est tout. Non, on lui a volé de l'argent aussi. Je sais qu'elle gardait environ 30 000 €, je crois, pour qu'on lui paye les obsèques, justement. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort, on les a pas retrouvés. Bizarre. Sauf que le procureur, du coup, a ordonné une autopsie du corps d'Augusta Wasmer, qui vient de mourir.
et on ne s'attendait pas du tout à ce verdict. La pauvre femme s'est étouffée dans son sommeil. Il s'agit donc d'une mort naturelle. Donc, Augusta est bien morte de sa belle mort. Eh bien, c'est pas sûr. Car ces enfants aussi viennent de s'apercevoir que finalement, il manque des choses chez leur mère. Avec du recul, on n'arrive pas à retrouver une boîte dans laquelle elle mettait de l'argent. Et surtout, on n'a pas retrouvé sa carte bancaire. Alors on est allé voir son compte et on s'est aperçu qu'à 3 reprises, on avait retiré 1 000 € sur son compte. Et quand ont eu lieu ces retraits, eh ben c'est ça le problème. Ils ont eu lieu après son décès. Après son décès? Donc il n'y a plus de doute. Elle n'a pas pu mourir de sa belle mort et retirer de l'argent le lendemain. À moins que ses petits-enfants, par exemple, n'aient opportunément profité de la mort de mamie pour faire main basse sur ses économies. C'est une première piste. Les 2 petits-fils d'Augusta se retrouvent donc face aux gendarmes. Mais pas longtemps, puisque de toute façon, mamie est morte de mort naturelle. Et les 2 autres? Ah ben c'est le hasard. Affaire classée. À partir de là, les années passent et maintenant on est en 2003. Ça fait 9 ans qu'Augusta est morte. Et un jour de juin, un homme se présente au commissariat de Mulhouse. Un hurluberlu, très agité, incohérent, manifestement un peu zinzin. J'ai de très grave révélation à faire. Très grave. Très grave. Les flics à l'accueil l'enverraient bien à l'HP gober une petite pilule bleue, mais ils préviennent quand même le patron de la crime. Venez là, monsieur. Vous allez m'expliquer. Expliquer? Mais il n'attend que ça. Sauf que pour comprendre ce qu'il a à dire, faut s'accrocher. Alors je vais vous dire tout, hein, mais il faudra me croire, hein, parce que déjà ils me croient pas. Mais moi, je raconte pas de conneries, hein, parce que les conneries, oh, j'en entends assez, hein, les gens sont faux. Monsieur, calmez-vous. Essayez de me dire ce que vous voulez me dire. Ah, mais ce que je vais vous dire, c'est important, hein. C'est rapport à une femme que je fréquente depuis 1 mois. C'est une sacrée fille, hein, je peux vous dire. Monsieur, concentrez-vous sur ce que vous avez à me dire. Mais elle s'appelle Marina. Hein. C'est une bonne fille, hein, je vous jure, monsieur le commissaire. Oh, ben c'est une bonne fille. Concentrez-vous, monsieur, allez. Faites un effort. Bon, d'accord. Cette fille, avant, dans les années 90, elle était avec mon frère. Oh, ça durait des années. Oh, ben, c'est bien, hein, quand ça dure des années. Monsieur, où voulez-vous en venir? Eh ben, cette fille, elle m'a dit qu'autrefois, avec mon frère, ils ont fait des cambriolages et qu'à l'époque, ils ont tué des gens. Tués, monsieur le commissaire, oui, tués. Enfin, morts, si vous voulez. Elle m'a dit qu'il y avait eu un meurtre à Morchevillers-le-Bas. Là, c'est elle qui a tué, puis un autre meurtre à Brunstadt. Là, c'est mon frère. Et c'est une vieille femme qui l'a tué. Et il s'appelle comment, votre frère? Mon frère? Oui, votre frère. Eh ben, il s'appelle Keller. Comme moi. Son prénom? Yvan. Yvan Keller. Le type, toujours aussi agité, raconte que le frérot avait une technique, toujours la même. Une fois dans la maison, il allait directement dans la chambre et il étouffait l'occupante avec son oreiller. Et après, il fouillait la maison en remettant tout bien à sa place à chaque fois. Et il emportait ce qu'il trouvait. Et alors, avant de partir, il mettait la dame bien droite dans son lit, comme si elle était morte de vieillesse. Comme ça, il n'y avait pas d'enquête. Ça vous a intéressé, monsieur le commissaire, ce que je viens de vous dire? Oui, monsieur. C'est intéressant. Vous allez rentrer chez vous, hein, maintenant.
Non, mais ça vous a vraiment intéressé? Oui. Au point d'ailleurs que le flic rentre le nom de cet Ivan Keller dans le fichier. Ah, il est connu, le monsieur. Il a été condamné en 1984 pour un braquage et une série de cambriolages. Ça lui a valu 10 ans de prison. En revanche, depuis qu'il est sorti, rien. Oh, dis-moi, tu peux vérifier s'il y a eu un meurtre à Morcheviller dans les années 90? Une vieille dame, a priori. La réponse est oui. Sauf qu'à l'époque, un type a avoué. Un type de la famille. Donc, donc ce type complètement zinzin raconte n'importe quoi. Sauf qu'un policier de la brigade commence à se gratter la tête. Cette histoire de tueur de vieille dame dans les années 90, ça lui rappelle quelque chose. Tu devrais aller voir Daniel. C'est lui qui a travaillé là-dessus à l'époque. Je crois qu'à l'époque, le nom de ce Keller était déjà sorti. Daniel est un ancien de la crime. Il est à la retraite. Mais il n'a pas perdu la boule, hein. Cette histoire de tueur de vieille dame lui dit en effet quelque chose. Je crois que c'était en 1993. Oui, c'est ça. 93. Un soir, on a arrêté un gars sur un parking, un gars qui s'appelait François de Nicolo. Juste pour un contrôle, hein, tu vois. Et là, le type s'est mis à dire « Ouais, vous emmerdez les honnêtes gens, alors que vous laissez courir ceux qui volent et ceux qui tuent les grands-mères. » Ah, je lui ai demandé « T'en connais des types comme ça qui tuent des grands-mères ?» Et là, il m'a balancé un nom. Il m'a balancé le nom d'Ivan Keller. Il disait que c'était un copain à lui et il s'est mis à me raconter que le type rentrait la nuit chez les vieilles dames et qui commençait par les étouffer et puis après qui cambriolait la maison. Et t'as fait quoi à l'époque? On s'est rencardé pour savoir s'il y avait des vieilles dames qui avaient été tuées, et en l'occurrence étouffées à l'époque. Et alors on est tombé sur 3 affaires, 3 vieilles dames qui habitaient la même rue et qui étaient mortes à quelques semaines d'intervalle. Et alors, le légiste a conclu que c'était des morts naturelles. On n'est pas allé plus loin. Donc les policiers se disent, il y a 10 ans, on a déjà dénoncé cet Ivan Keller en tant que tueur de vieilles dames. Ça peut pas être le fruit du hasard. La piste est plus crédible qu'on ne le pensait. Faut se rencarder sur ce Keller. Et vite. Bon, voilà ce que j'ai pu apprendre sur lui. Il est né en 1960. Petit dernier d'une famille de 9 enfants. Sa mère est morte quand il était gamin. Et c'est le père, figure-toi, qui aurait poussé ses fils à se lancer dans des cambriolages. Donc ça commençait par des vols de vélo, et puis après des petits cambriolages, et puis un braquage dans un bistrot, et puis des vols avec violence. Mais ça on le savait déjà, il a fini par se retrouver dans la cour d'assises. Il a été condamné à 10 ans, il en est sorti en 89, et depuis, plus rien. Le type se tient à carreau, semble-t-il. On sait où il vit aujourd'hui. Oui, rue de Verdun à Mulhouse, dans une jolie maison. Il a une femme, il est jardinier. Et là, vous vous dites, il n'y a plus qu'à aller l'arrêter. C'est Ivan Keller. Le secouer un peu pour savoir s'il est mêlé à des meurtres de vieilles dames. Sauf que c'est pas si simple. Parce que qu'est-ce qu'on a contre lui à ce stade? Pas grand-chose. Il a été dénoncé par son frère qui est complètement maboule. C'est un peu court. Et donc il est décidé de le placer sous surveillance et notamment sur écoute. Et de continuer à se rencarter sur lui, sur sa vie ces dernières années. Et c'est très intéressant. Bon, donc le gars est jardinier, mais alors il n'a pas du tout le train de vie d'un jardinier. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un gros joueur. Hein. Il va beaucoup au casino, il joue au tiercé aussi. Mais alors de grosses sommes, hein. On m'a parlé d'une fois où il avait posé 8000 francs au guichet d'un champ de course, quoi. 8000 francs pour un seul canasson. C'est quand même bizarre pour un jardinier. Tu trouves pas? Et à côté de ça,
Monsieur a emmené madame en week-end à Paris. Et vas-y que ça dîne à la Tour d'Argent. Et vas-y que ça dort au Ritz. Et vas-y que ça part en vacances à Cuba. Sacré train de vie, effectivement, pour un jardinier. Et ce n'est pas le PMU qui lui a rapporté cet argent, ni le casino. Donc le type est louche, effectivement. Il a probablement continué ses activités de cambrioleur après sa sortie de prison. Mais toujours rien n'indique qu'il est un tueur de vieilles dames. Les policiers décident alors de ressortir tous les vieux dossiers qui concernent des morts suspectes de vieilles dames, suivis de cambriolage. Dis, j'ai peut-être quelque chose. Une dame de 77 ans, c'est son petit-fils qui l'a retrouvée morte dans son lit. Elle avait les bras bien alignés le long du corps et les draps étaient impeccables. Ce qui a étonné le petit-fils à l'époque, c'est qu'elle avait son dentier. Comme tu le sais, le dentier, en général, on ne le garde pas la nuit. On le met dans un verre d'eau sur la table de nuit. Et là, c'était pas le cas. Et en plus, le petit-fils a remarqué que le dentier était traviole dans sa bouche. Et qu'elle avait surtout des hématomes au coin des lèvres. Mais bon, comme dans les 3 autres affaires, le médecin a conclu une mort naturelle et c'est pas aller plus loin, quoi. Celle-là, plus les 3 autres, on en est déjà à 4 vieilles dames mortes. Mais toujours rien qui implique directement cet Yvan Keller. C'est là que les policiers de Mulhouse décident de prendre contact avec le fameux François Desnicolos, qui avait balancé Keller au début des années 90. Attention, il ne le place pas en garde à vue, trop tôt. Il lui donne rendez-vous dans un bistrot. Bon voilà, on voulait te voir parce que donc on travaille sur une enquête et on s'est dit que peut-être tu pourrais nous aider. Aucun problème. Vous savez, je suis un indique. Je balance souvent des trucs à vos collègues. Eh ben, tant mieux. Donc, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, tu as raconté à nos collègues que l'un de tes amis d'enfance, un gars qui s'appelle Yvan Keller, avait tué des vieilles dames pour les cambrioler. Ça te dit quelque chose? Et là, il déroule direct. Oui, il connaît cet Yvan Keller. Et oui, il pense qu'il a tué des vieilles dames. Moi, j'en ai parlé à plein de monde. Personne n'a jamais voulu me croire. Eh ben non, on te croit. Alors dis-nous ce que tu sais. Ça le flatte, l'indique. Ou le soi-disant indique. On l'écoute enfin. On le prend enfin au sérieux. Ce Desnicolos est tellement content qu'il se balance lui-même. Pour vous dire si je sais des trucs, c'est moi qui lui ai donné des adresses de vieilles dames à l'époque. Des amis de ma mère, à Wittenheim et à Mulhouse. Des vieilles que je savais qu'elles avaient de l'argent caché chez elles, quoi. Magique. On ne lui avait rien demandé. Et voilà que ce Desnicolos s'accuse lui-même de complicité. On est chez les fous dans cette enquête. Chez les timbrés. Et c'est pas fini. Moi, je l'ai accompagné plusieurs fois sur place, pendant qu'il cambriolait. Je faisais le guet. J'attendais qu'il ait fini, quoi. Et vous avez fait ça combien de fois? 3 fois. Et alors, ce qui m'a titillé, c'est qu'après, j'ai appris que les femmes, elles étaient mortes, quoi. Et ça, ça m'a pas plu du tout, quoi. Moi, j'étais d'accord pour des cambriolages, mais pas plus. Alors après, j'ai arrêté de travailler avec lui. Parce que je me suis dit, il va tuer ma propre mère si ça continue, vous voyez? On voit très bien. On voit surtout que ça fait 3 victimes de plus à ajouter aux 4 autres. 3 plus 4 égale 7. Yvan Keller a possiblement tué 7 vieilles dames. Il
Il est peut-être temps de le placer en garde à vue, le camarade Keller. On est en septembre 2006. Et tant qu'à faire, les policiers interpellent tous ses proches. Sa compagne, ses copines, ses copains foireux, ça fait 18 personnes au total. Et bien sûr, l'arrestation d'Ivan Keller est accompagnée d'une perquisition en règle de sa maison. Une belle maison, presque une maison bourgeoise. Et dedans, des antiquités en veux-tu, en voilà. Le luxe, le très grand luxe. Ça paye, jardinier, manifestement. En garde à vue, c'est l'une de ses ex-petites amies qui s'appelle Marina qui passe à table la première. Je suis allé une fois avec lui pour un cambriolage. C'était chez une vieille dame. Yvan, il a commencé par l'endormir. Et après, on a fouillé la maison. Et on a pris tout ce qu'on pouvait, tout ce qui avait de la valeur, quoi. Endormir ? Elle est sûre que c'était endormir. En attendant, le cambriolage qu'elle vient de raconter chez cette vieille dame endormie n'était pas dans la liste. 7 plus 1 égale 8. Et Ivan Keller, alors, qu'est-ce qu'il raconte aux policiers qui l'interrogent ? Je sais pas de quoi vous me parlez. J'ai rien fait. L'enquête démontre pourtant que des cambriolages auxquels vous avez participé se sont mal terminés, notamment par la mort de la victime du cambriolage. Je vous dis, je vois pas de quoi vous me parlez. Mais alors, d'où vous vient tout cet argent que vous avez, monsieur Keller ? Votre maison, vos voyages, vos séjours à Paris, dans les grands hôtels, et puis tous les cadeaux que vous faites à votre entourage. Oh ben c'est le fruit de mon travail. Je travaille assez, vous savez. La bourrique ne lâche rien. Et la pendule tourne. Il va falloir bientôt le relâcher. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur Keller, mais outre votre personne, nous avons 17 personnes de votre entourage en garde à vue en même temps que vous. Et donc, si ça se trouve, il y en a un qui va balancer, quoi. Hein. Ou peut-être quelqu'un a déjà parlé. Auquel cas, je vous invite à parler vous aussi. Vous savez, c'est toujours mieux d'avouer que de se faire dénoncer. Hein. Le juge appréciera, je pense. Bon, d'accord, je vais parler. Mais je mets 2 conditions. Et de 1, pour lâcher ma copine, elle y est pour rien. Et quand elle sera relâchée, vous vous arrangez pour qu'elle quitte Mulhouse. Hein. J'ai pas envie que les journalistes lui tombent dessus après que je vous ai parlé. Et de 2, à la prison, il faut que vous me mettiez en cellule d'isolement. Vous savez comment c'est. Avec ce que je vais vous dire, là. Ils vont me tomber dessus, les autres. Alors, vous êtes d'accord ? Les policiers appellent le juge. Il est OK pour lever la garde à vue de sa copine, qui, a priori, n'a rien fait. Et dans la foulée, Keller tient sa promesse. Bon, je reconnais que pendant des années, j'ai cherché des maisons qu'elles étaient isolées et qu'il y avait des vieilles dames seules qui étaient dedans. À cet âge-là, je me disais, elles ont forcément de l'argent chez elles. Les vieilles, elles aiment pas trop les banques. Donc je rentrais, je les endormais, et après je fouillais la maison et je prenais tout ce qui valait de l'argent. Et après je rangeais tout bien, pour pas qu'il y ait une enquête, pour que ça paraisse normal, que la dame, elle s'était endormie de vieillesse. Et puis c'est tout. Parfois ça m'arrivait de faire ça 2 fois, 3 fois dans la même journée. J'ai fait ça, je dirais, jusqu'au début des années 2000. Ça vous rapportait beaucoup d'argent. Ah oui, oui. Les bons mois, ça me faisait dans les 500 000 francs. Quand vous dites que vous les endormiez, monsieur Keller, on est d'accord que vous les étouffiez, que vous les tuiez. Oui, on est d'accord. Et vous savez combien de vieilles dames
Vous avez endormi, comme vous dites? Je sais pas trop. Mais ça doit faire au moins 100. Peut-être 150. 150? Mais ce type alors serait le plus grand tueur en série de l'histoire de France. Il promet qu'il fera tout pour aider la police, qu'il aidera à dresser la liste. Oh, j'ai une bonne mémoire. Si vous me donnez des cartes et tout ça, je vais tout faire pour me souvenir de tout. Le soir même, Yvan Keller est mis en examen pour assassinat au pluriel. Et au juge aussi, il fait la promesse de tout dire. Et puis il lui rappelle le deal qu'il a passé avec les policiers avant ses aveux. Je sais que ma copine Séverine, elle a été relâchée. Ouais, c'est normal, elle y est pour rien. Mais ils m'ont promis qu'ils allaient la mettre sous protection et l'emmener loin de Mulhouse. Ils vont le faire, hein, monsieur le juge? Ils vont le faire. Disons que juridiquement, ça me paraît difficile. Elle a été relâchée, monsieur Keller. C'est déjà ça. Oh ben voilà, avec tout ce que je viens de vous dire là, il va lui arriver que des ennuis de votre faute. C'est pas normal. Vous tenez pas vos promesses. Si j'avais su que j'aurais pas fait d'aveu, hein. Je me suis fait avoir. Hein. C'est pas la peine de me donner le procès-verbal. Je le signerai pas. Eh ben, tant pis. De toute façon, il file en prison, et en attendant, le juge le fait placer dans une cellule au sous-sol du palais de justice. Et quelques heures plus tard... Entrez! Monsieur le juge, pardon de vous déranger, mais Keller s'est pendu dans sa cellule. Pendu? Mais avec quoi? Avec les lacets de ses pattes au gaz. Putain, on lui avait pas enlevé les lacets, mais c'est la procédure, bordel. En a-t-il vraiment tué? Il a dit entre 100 et 150. Il s'est peut-être un peu poussé du col. L'enquête lui a... Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série présumé, je dis présumé parce que il n'a pas été jugé après s'être suicidé, qui s'appelle Yvan Keller et qui, avant son suicide, avait revendiqué entre 100 et 150 meurtres de vieilles dames dans la région de Mulhouse dans les années 90. Et je débriefe cette histoire avec Jean-Marie Storkel, qui à l'époque était le spécialiste des affaires criminelles au journal L'Alsace et qui est l'auteur de 50 nuances de crime, un livre publié aux éditions Batsberg. Ce suicide de Keller, vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris? Oui, parce que j'étais au tribunal ce jour-là.
On couvrait en fait la mise la mise en examen d'abord et ensuite la mise en détention qui devait se faire l'après-midi d'Yvan Keller. Et comme à 2 heures, on a appris le suicide de Keller dans les geôles du tribunal. Il y a une faute là quand même au passage, c'est-à-dire c'est franchement basique, on enlève les chaussures et les lacets d'un type qui est en cellule. Non, non, en fait, c'était la grosse discussion entre la police et la justice, parce que Yvan Keller venait d'être mis en examen pour 7 crimes par le juge Bonduel, et il devait passer en début d'après-midi devant le juge des libertés de la détention, qui devait statuer sur son envoi en prison, qui est logique, qu'elle allait se faire certainement, mais entre la mise en examen et le passage devant le JLD, il n'était pas plus en détention. Hein, la garde à vue était finie et il n'était pas encore en détention. Donc c'était logique qu'on lui laisse les chaussures avec les lacets. Je pense aux familles qui avaient attendu si longtemps. Pour elles, c'est terrible, quoi. C'est absolument terrible, surtout que qu'ils espéraient depuis longtemps, parce qu'il y avait eu plein d'affaires gâchées dans cette histoire au départ. Vous avez l'histoire de Nicolas qui parle au gars de la BAC 10 ans avant. Vous avez Pierrot, le frère d'Yvan, qui va aussi voir les gendarmes du Bas-Rhin en disant que Yvan a participé avec lui à plusieurs cambriolages du côté de Saverne. Et ça a été classé sans suite aussi, cette histoire. Oui, donc il y a une accumulation de bévues, quoi. De bévues, oui. En plus, François de Nicolas, il écrit aussi au parquet de Mulhouse en évoquant les 3 mortes de Burnopt. Et il n'y a pas de suite. Mais les familles, les familles, elles ne savent pas encore tout ça. Ce qu'elles savent, c'est qu'il y a un type qui est là, qui probablement a tué leur maman, et il ne sera pas jugé, quoi. Oui, c'est ça. Elles expriment leur colère ce jour-là, vous vous souvenez ? Non, elles n'étaient pas prévenues encore. Elles n'étaient pas là encore, en fait, les familles. Les familles se sont constituées partie civile par la suite dans le cours de l'enquête. Oui. Mais il y a des gens, par exemple, comme Nicolas Roquelin, qui est le petit-fils de la dernière victime de Burnopt, qui a toujours pas compris toutes les lacunes de la justice. En plus, Nicolas était encore plus scandalisé parce que l'État français a été condamné à verser de l'argent à Séverine Boer, la compagne de Yvan Keller, alors qu'eux, ils n'ont rien obtenu. Il y aurait pu avoir un procès quand même pour juger les complices de Nicolas, qui lui trouvait des adresses, son ex Marina qui était là. Pourquoi est-ce que le juge a renoncé à ça ? En fait, j'ai eu un accord aussi entre de Nicolas à parler. Et on dit tu parles et tu nous aides et tu ne seras pas poursuivi. Il y a cet accord qui est un peu logique aussi dans la façon de procéder de prononcer de la police, en fait. Hein. Oui, enfin logique, Jean-Marie Storkel, quand même. La justice doit suivre son cours, on ne respecte pas. Ça se saurait, on n'est pas en Italie avec la mafia, on ne passe pas des accords avec des gens. Oui. Ouais. Ah non, je suis d'accord, mais ça fait partie des pratiques aussi de la police. Des Nicolas n'aurait jamais parlé. Si on lui avait dit, attends, tu vas te retrouver avec une mise en examen pour complicité de meurtre. Après nous avoir balancé. Si le juge et les policiers avaient respecté le deal avec Yvan Keller, qui consistait donc à évacuer sa compagne de Mulhouse et de le placer en cellule seule, est-ce que la suite aurait été différente, à votre avis ? Je pense, moi je suis convaincu qu'il y aurait eu un procès. Oui. Il ne se serait pas suicidé si sa femme avait été protégée. Oui, et puis si on lui avait promis qu'il ne serait pas embêté en prison. Parce qu'il y avait ce risque-là aussi pour Keller. Oui. Il n'était pas gagné qu'il aille seul en cellule. Non. Il n'avait pas de garantie. En
fait, le juge lui a dit que ça dépend pas de moi, ça dépend du directeur de la prison. Vous voyez ça avec lui. Ouais. Et donc les promesses n'allaient pas être tenues. Jean-Marie, on lui prête donc 23 meurtres. Je dis à coup presque sûr, finalement, parce que quand c'est pas confirmé par la justice, c'est pas sûr. Et lui en revendiquait entre 100 et 150. C'était pour se pousser du col? Non. En fait, l'arrêt de non-lieu qui parle de 29 victimes en France et 2 victimes à l'étranger, c'est-à-dire une en Allemagne et une en Suisse, Mhm. où on a retrouvé l'ADN de Keller sur Ouais. la victime en Suisse. Mais 100, 150, ça tient ou c'est un délire? Non, mais je pense que c'est peut-être trop. Mais je sais que, en fait, moi j'ai des contacts encore avec les gars de la criminelle qui me disent, l'année dernière encore, qu'ils arrivent à 45 crimes imputables avec les méthodes d'identification, c'est-à-dire l'ADN et autres, 45 crimes imputables à Keller sûr. Parce que c'est quelque chose qui est assez courant chez les tueurs en série. On le voit chez les tueurs en série américains, parce que quand on leur demande combien vous en avez tué, ils sortent un chiffre absolument invraisemblable et on ne peut jamais prouver. Comme si, au fond, ils étaient contents de se trouver au centre du jeu, qui se faisait... Un peu médiatique, oui. Ouais. Un peu moussé, pour tenir le rôle de roi du meurtre en série, quoi. Mais c'est peut-être possible qu'il ait fait que 50, mais c'est déjà pas mal. C'est quand même, ça fait 45 établis policièrement, disons, et 29 plus 2 judiciairement. C'est quand même, ça fait quand même le plus grand criminel du siècle en France. En fait, le plus grand criminel de tous les temps en France. Alors, qu'est-ce que les policiers, le juge, peut-être, ont pu vous raconter sur lui? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'il n'a été interrogé que 2 fois. Une fois par les policiers en garde à vue, une deuxième fois par le juge d'instruction. Et il n'y a pas eu de procès, donc on a un peu de mal à évaluer qui il était. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir, vous? En fait, moi, j'ai vu Keller pour la première fois après son agression d'un antiquaire à Battenheim. D'accord, au moment de sa première affaire. Sa première affaire, oui. Donc vous le connaissiez? Oui, en 81, il avait fait cette agression de l'antiquaire et de sa femme à Battenheim, et il a commis plusieurs cambriolages. Et vous étiez au procès? Oui, d'abord j'étais à la mise en examen, enfin à l'inculpation à l'époque, ça s'appelait de l'inculpation. Il était, et puis quand il a été présenté au juge d'instruction par les gendarmes, on était présents avec mon photographe, avec des collègues, et il y a un moment donné, il attendait devant le bureau du juge, il vient en me disant, écoute, t'as pas une clope? Et c'était un gars assez sympa. Nous, ça nous arrivait souvent de parler avec les gendarmes, avec les gens qui étaient présentés, les avocats, pendant qu'on attendait devant le juge d'instruction. Il a un profil de psychopathe, on est d'accord? Ouais, mais c'était un gars assez... Il se cachait pas. Il était sympa. Et moi, j'ai des collègues qui ont... et des avocats aussi, des amis avocats, chez qui il avait fait des travaux de jardinage. Il racontait que c'était un gars qui était très fort, était pas très grand, mais il était trapu et il avait une force phénoménale. Mmh. En même temps, moi, j'ai une anecdote qui est assez marquante. Avec sa dernière copine, elle sortait avec un autre gars. Ah. Et Keller est pris avec son arme de poing. Il a mis le canon de son arme de poing dans la bouche du gars et lui dit tu me files une Séverine, sinon je te bute. Un psychopathe, pour le coup, vraiment un psychopathe. C'est-à-dire, c'est utilitaire. Il a besoin d'argent, il tue. Que ça enlève la vie d'une vieille dame, il s'en fout. Ou de l'amant de sa femme. C'était un gars, je veux ça, et il obtenait ça. Ouais. Il prenait, Ouais. il pénétrait dans un soupirail. Il faisait attention à ne pas laisser de traces. Et en fait, lui,
on l'appelait le tueur à l'oreiller parce que il laissait pas de traces et puis parce que tout le monde croyait qu'il faisait que c'était pas des cambriolages, que les personnes étaient mortes de mort naturelle. Est-ce qu'il n'a pas trouvé, du coup, la recette du crime parfait? Parce que, donc, étouffer une vieille dame avec un oreiller, la placer en position de sommeil, les médecins qui arrivent et qui disent elle était âgée, elle est morte d'une mort naturelle, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien, c'est classé. Oui, il y a beaucoup de morts comme ça. En fait, je veux pas donner des idées à nos auditeurs. Non, mais pour lui, c'était une évidence à chaque fois. Alors il se fait balancer par son frère. Pourquoi le frère balance? Parce qu'il y a eu un désaccord sur des cambriolages, sur des butins. Ah Oui. Et moi, je voyais, parce que moi, je connaissais bien Pierrot. On le voyait régulièrement au commissariat. Et puis, il nous parlait aussi. Pierrot, c'est le frère, hein? C'est un des frères. Il est bien ma boule, hein? Ouais, il est surtout excité. Lui, il s'est fait un accident de travail, hein, comme on dit. Mmh. Ah, il se l'a fait lui-même? Oui, dans un cambriolage, il a eu les mains brûlées par l'électricité et il n'a plus de mains, en fait. Les deux mains sont... D'accord. C'était un accident de travail pendant un cambriolage. Mais pas remboursé par la Sécu? Non. Et donc, lui, il a été frustré dans un partage de butin et ça lui suffit à balancer son frère. Oui. Mais en fait, si vous voulez, dans cette famille, c'était quand même assez compliqué parce qu'il y avait le père les amenait à la baguette, il les frappait. Oui. C'était une organisation très clanique. Dans la misère? Dans la misère aussi. À Wittenheim, il a grandi à Wittenheim et puis ils ont grandi dans la misère et puis c'était de la débrouille pour eux aussi, c'est ça. Fallait ramener de l'argent. Ils sont devenus cambrioleurs, agresseurs pour ramener de l'argent, pour faire vivre la famille. C'est la plus grosse affaire de votre carrière? Au niveau de meurtre, du nombre de victimes, oui. Oui, bien sûr, oui. Comment est-ce qu'on fait pour prendre sa retraite quand on a fait votre métier? C'est juste pour des conseils personnels? Non, moi je continue à faire des bouquins. C'est des romans ou des histoires vraies. Ouais, vous pouvez pas arrêter. Ouais, donc il y a tout un stock d'affaires criminelles à développer. Les flics, à l'époque, ils parlaient plus qu'aujourd'hui? C'était plus facile? Oui. C'est plus facile parce que nous, on avait... En fait, on était au courant de ce qu'elle allait se faire arrêter. Oui. Bon, il y avait un truc, on vous raconte ça, pour l'instant, préparez-vous pour la semaine prochaine, mais n'en parlez pas. D'accord. C'était ça. Et vous teniez la promesse? Et on tenait la promesse, sinon les contacts étaient rompus, si on ne tenait pas la promesse. Et ça fait partie, il y avait une relation de confiance entre la police et aussi avec certains magistrats, avec des magistrats. Procureur? Juge d'instruction? Des procureurs ou même des juges d'instruction. Ça a changé, ça? Ça a bien changé, oui, parce que maintenant, c'est communiqué du procureur ou alors à un point de presse à 17h. Ouais, c'est moins personnel, mais il y a plus de journalistes sur le coup. Oui, et il y a plus de journalistes qui ont des contacts réguliers. Ouais. C'était comment on appelait ça, faire la tournée des popotes? C'est la tournée des faits divers, oui, la tournée des popotes, ouais. Ça consistait à appeler tous les soirs les flics, les gendarmes, le procureur. Oui, on y allait tous les jours, en fait. Physiquement. On allait physiquement à la gendarmerie, on allait chez les pompiers, on allait au commissariat, on voyait la brigade criminelle, on voyait la brigade des accidents aussi, et ensuite, on voyait le juge, d'abord le parquet, et souvent le parquet disait, il y a ça, mais voyez avec le juge d'instruction si c'est sortable ou pas. Mmh. On buvait un coup aussi avec eux? Des fois, à la police, oui, il y avait des bars, il y avait un bar dans le temps à la police. Merci Jean-Marie Storkel d'avoir évoqué tous ces souvenirs. Merci à vous, merci Christophe. À bientôt, un de ces jours. Votre livre 50 nuances de crime, préface de Thierry Moser, aux éditions du Bastberg. B-A-S-T-B-E-R-G. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.